Merci d'être venu, Ludovic. Donc, alors vous êtes au Grand Genève pôle métropolitain. C'est ça, vous avez un micro, voilà. Vous n'avez pas de PowerPoint? Non, parfait. Donc, alors, on va peut-être enlever là pour la qualité de l'image les deux pieds qui sont pas beaux. Voilà. Alors, l'objectif de cette table ronde, c'était plutôt le vivre en zone transfrontalière et c'est de mettre en relief les enjeux d'une vie en zone transfrontalière ou en zone frontalière en matière d'installation, d'accession au logement, de mobilité sur le territoire. Ludovic Antoine, je vous l'ai présenté. Il est responsable, c'est ça, responsable du pôle mobilité. Donc on va beaucoup parler de mobilité, c'est un sujet essentiel. Et dans Frontalier Magazine, à chaque fois, il y a un certain nombre d'articles qui parlent de mobilité, des efforts, on est à côté de la gare, des efforts importants ont été faits dans ce domaine, une réflexion stratégique importante a été faite dans ce domaine, il va nous en parler, il va nous parler des solutions qui ont été mises en place, il va nous parler de l'offre sur le territoire, mais on parlera également de logement avec l'ADIL, de thématique logement, et c'est qui est enregistré, Isabelle Chanel de l'ADIL, et on parlera d'accès au logement, de locatif, de propriété, d'évolution des prix, très important. Alors là, pour le coup, j'allais dire zone frontalière ou pas, parce que ça dépasse de loin la zone frontalière, c'est peut-être l'effet frontalier. On parlera de transition avec la mobilité, parce que le lien est fort, et on la verra par une vidéo. Donc Ludovic, déjà, pour situer le décor, pour planter le décor, les solutions mises en place par ce pôle métropolitain, qui travaille beaucoup sur la mobilité, quelles sont-elles? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, vous connaissez la région, vous habitez certainement où vous avez l'intention de venir. Donc on est dans une région extrêmement dynamique, que ce soit en termes de croissance démographique, de déplacement. Donc les problèmes de congestion, ils sont évidemment centraux sur notre territoire. Et alors il y a eu un certain nombre de nouveaux investissements qui ont été mis en place ces dernières années. Évidemment, l'élément express que certaines et certains d'entre vous doivent évidemment utiliser. On a le tramway de Danemas, évidemment, et puis un certain nombre de lignes de bus transfrontalières. On a des mesures aussi en matière de covoiturage, on pourra l'évoquer aussi tout à l'heure, qui est une solution évidemment plus adaptée aussi parce qu'on a une telle dépendance à la voiture dans cette région que les transports collectifs ne peuvent pas répondre à eux seuls à toutes les demandes de déplacement. Et puis on pourra évoquer, si vous avez des questions évidemment, on pourra être dans un échange direct pour évoquer les différentes solutions qui peuvent y avoir, vos problématiques, etc. Alors, on va commencer parce que, en fait, hier soir, la présentation à l'inauguration, qui est le soir même du premier jour, les élus parlaient de ce Léman Express. Ce Léman Express, les premières présentations ont été faites dans ces journées transfrontalières il y a de nombreuses années en arrière. Et les gens se projetaient sur la construction, la réalisation, la mobilisation des citoyens. Et hier soir, j'entendais un chiffre qui est assez intéressant, c'est que finalement, sur ce secteur-là, dans ce pôle métropolitain, le Léman Express est un succès, au-delà de vos espérances presque. Si les chiffres sont justes, vous avez confirmé, mais c'est un succès au-delà de vos espérances, ça fonctionne. Cet élément de lien entre Genève, Annemasse et peut-être au-delà fonctionne véritablement au-delà de vos espérances, c'est vrai ? Complètement, parce qu'il a été mis en service mi-décembre 2019, donc il a été confronté à des problèmes techniques aussi, de grève tout au début, ensuite il y a le Covid qui est arrivé, ce qui fait que ça a peiné justement à démarrer. Il y avait des objectifs 5 ans après la mise en service de 50 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, on a quasiment 60 000 au bout de 2 ans, 3 ans. Enfin, en tout cas, il y avait déjà 60 000 il y a 6 mois, 1 an en arrière. Donc évidemment, c'est un succès fou. On voit que ça correspond évidemment des demandes très fortes sur notre territoire parce que les solutions étaient quand même très limitées jusqu'à présent. Même si ça ne solutionne pas tout à lui seul, on voit que c'est indispensable. Enfin, c'est nécessaire, mais pas suffisant en tout cas quant aux besoins qu'on peut rencontrer en termes de déplacement. Alors justement, vous parliez d'infrastructures. Le groupement, mais pas que le groupement, et vous, au pôle, bien évidemment, vous vous projetez sur les infrastructures à long terme. Quand on se replonge dans le choix du métro, on va dire, appelons-le le métro, de ce Léman Express, il y a
20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Comment maintenant vous vous projetez sur les infrastructures? Comment maintenant vous vous dites quand même sur un secteur comme ça, il faut encore développer, il faut encore aller plus loin? Alors, peut-être un petit retour en arrière, parce que c'est vrai qu'on est dans une région très particulière. C'est-à-dire qu'on est en cul-de-sac de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis pour la Suisse, Genève, c'est aussi en cul-de-sac de la Suisse. Et puis pendant longtemps, on a eu, bien qu'étant dans un bassin de déplacement, un bassin de vie commun, bon, il y a l'effet frontière évidemment. Et puis pendant longtemps, il n'y avait pas de connexion, ou en tout cas très peu, entre les deux villes. Et ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans une stratégie de rattrapage pour justement combler tout ce retard. Le Léman Express, qui s'appelait auparavant le CEVA, Cornavin, Eaux-Vives, Annemasse, était un projet qui datait il y a 100 ans en arrière. Donc voilà, c'était pas nouveau. Donc il a mis quand même pas mal de temps pour se concrétiser. Mais voilà, on voit qu'on est confronté, on a été quand même pas mal dépassé finalement par ce dynamisme, hein, parce que c'est quasiment 15 000 nouveaux habitants chaque année, hein, dans la région du Grand Genève. Je parle pour la partie française et pour la partie suisse. Sans compter du côté d'Annecy, hein. On est vraiment sur la première, on va dire, on est le canton de Genève, région de Nyon, si on parle de l'appellation Grand Genève. Ça va ensuite sur le pays de Gex, le pays belgardien, Saint-Julien, Annemasse, le début de la vallée de l'Arve. Et donc, voilà, il y avait un déficit très fort qui est aussi lié à un aspect culturel, à l'effet frontière évidemment, et qui fait que voilà, on se bat pour essayer de combler ce retard à travers notamment le Léman Express, qui est une première pierre à l'édifice. Mais pour répondre à votre question, parce qu'en fait je ne répondais pas. Si, partiellement, mais pas complètement. Donc il y a tout un tas de nouveaux projets qui sont prévus. C'est-à-dire que le tramway qui est tout près, il y a une deuxième tranche d'extension jusqu'au quartier de Perrier qui est prévue dans 2025. Donc ça va venir vite, dans 3 ans, qui va permettre de desservir aussi les quartiers d'Annemasse, qui va être étendu sur 1,5 km. On a le tramway aussi sur la branche sud de Genève, en direction de Saint-Julien en Genevois, qui va aller jusqu'à la gare. Donc ça, on est à peu près sur les mêmes horizons. Et puis le tramway aussi des Nations, qui rejoint Genève à Ferney-Voltaire. Là, on est à l'ouest, donc côté Pays de Gex, et dont l'horizon est prévu 2026-2027. À côté de ça, on a pas mal de bus à haut niveau de service, c'est-à-dire que c'est des voies pas dédiées exclusivement, mais au moins sur des carrefours prioritaires, donc les bus peuvent passer. Donc ça, on en a un Annemasse qui rejoint Altea jusqu'au centre d'Annemasse, hein, qui a été réalisé il y a 8 ans. On en a bientôt un entre Thonon et Genève. On en a un entre Gex et Ferney qui est réalisé à quasiment 100%. Et puis un autre également qui est prévu d'ici 4 ans entre Annemasse et Bonn, donc en direction du Châle, de la vallée de l'Arve. Et on voit qu'il y a évidemment une révolution de la mobilité qui a été engagée avec le Léman Express, mais qui doit se poursuivre. Et là où on est un petit peu dans une nécessité aussi de repenser les problématiques de mobilité, c'est qu'après la réalisation de ces grands projets, il y a un vide, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se projeter dans les 5 prochaines années, après les 5 prochaines années, pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire pour augmenter l'offre de transport collectif, pour mieux se déplacer ou moins se déplacer, ça on pourra l'évoquer aussi avec la notion de télétravail. Donc voilà, on va arriver finalement dans une période assez charnière qu'on a réussi déjà depuis 3 ans à initier, mais qui va s'arrêter dans quelques années. Donc là, il y a une grosse réflexion, mais on pourra y venir peut-être après, sur le développement après 2026. Et justement, au pôle, vous réfléchissez, j'allais dire, à 360. Vous avez bien sûr les grandes infrastructures, vous venez d'en parler, mais vous n'avez pas que les grandes infrastructures. J'imagine qu'il y a une pression aussi des citoyens. Je pense à la voie verte, par exemple. De plus en plus de gens prennent leur vélo, de moins en moins de gens essaient de prendre leur voiture. Cette notion de citoyenne, vous la prenez en compte ? Oui, heureusement. Heureusement, même si on n'est encore pas à la hauteur des espérances. Moi, le premier, difficile à se déplacer. Moi, je suis obligé de prendre ma voiture. J'habite à côté d'Annecy. Je covoiture de temps en temps. Enfin, c'est une réalité. Je vois au sein de notre structure, je pense qu'elle est assez représentative. On a une vingtaine, et puis il y a un certain qui habite à Chamonix, d'autres à Gex, d'autres à La Roche, à Thonon, etc.
Donc le train, c'est une solution, mais ça ne répond pas à toutes les déplacements. Et je pense que voilà, toutes et tous dans la salle, vous habitez forcément pas à proximité immédiate d'une gare ou d'une ligne de transport qui fonctionne très bien. Donc ça amène du coup forcément à se poser la question sur d'autres solutions à développer. Le covoiturage en est une. Ouais, par exemple, parce que vous faites des efforts importants de communication, pas que de communication, mais vous avez le sentiment que ce covoiturage, avec tous les efforts que vous faites, ça paye ou ça paye pas encore? Oui, alors puis je répondrai sur le vélo aussi parce que je répondais pas. C'est lié d'ailleurs. Oui, alors sur le covoiturage, bon, il y a eu la crise sanitaire qui a donné un vrai coup de frein puisque voilà, ça c'était pas propice à la fois pour les transports collectifs et puis pour les voitures. Chacun souhaitait rester dans sa bulle et puis il y avait des recommandations sanitaires. Mais après, une fois que les différentes vagues ont été levées, on a eu un essor vraiment important du covoiturage. Au niveau des collectivités, on l'a appuyé aussi en soutenant financièrement les trajets de passagers, en lien avec des plateformes de covoiturage comme Blablacar, Klaxit, Caros, etc. Enfin, il y en a plusieurs, où on prenait en charge, et on va renouveler l'opération à partir du 1er novembre, parce que notre opération qui avait débuté dans l'année a été victime de son succès, c'est-à-dire qu'on a dépensé l'enveloppe financière qui était consacrée. Puis je vais donner un exemple aussi, sur un trajet, au lieu de payer 4 € pour le passager auprès du conducteur, c'est la collectivité qui payait avec une bonification aussi, ce qui fait que le trajet est gratuit pour le passager et le conducteur se voit rémunéré aussi. Et ça, c'est vrai que ça a été très très... Enfin, ça a permis quasiment de doubler le nombre de covoiturages, le nombre de trajets de covoiturage. Et on voit que, comme les collectivités le font avec les bus, c'est-à-dire que quand vous payez un ticket 4 € ou on va dire 1,60 €, le coût réel du ticket coûte 6, 7, 8 €, puisque la collectivité subventionne le reste. Donc ça, c'est une particularité. Et donc on s'est dit, utilisons les voitures comme un transport collectif. Finalement, on a souvent un conducteur, une personne seule qui est le conducteur. Finalement, on a la possibilité de la remplir avec une autre personne, 2, 3, voire même 4. Et donc de faire en sorte que la voiture soit une sorte de mini-transport collectif. Et en subventionnant les trajets, finalement, on a un peu le même modèle que pour les transports collectifs. Alors là, vous avez été, je veux dire, initiateur, précurseur, je ne sais pas, mais en tout cas initiateur. Et là, vous allez être formidablement aidé par la crise énergétique qui arrive, parce que ça va être un accélérateur pour vous dans la prise de conscience, de réflexion, de changement de modèle, on va dire. Alors oui. Donc là, évidemment, il y a le bouclier tarifaire. Donc le gouvernement, vous voyez le prix de l'essence, au lieu de passer de 2 € le litre, il est aujourd'hui entre 1,4 et 1,5. Un tout petit peu moins la station Total, ce qui fait que tout le monde se rue, pour gagner quelques centimes, mais bon. Et donc ce bouclier va prendre fin, en tout cas il y aura une dégressivité. À partir du 1er novembre, le prix de l'essence va augmenter. Enfin, tout le monde va être confronté, au lieu de payer 1,50 € le litre pour du sans-plan par exemple, ça va être 1,60 €, 1,70 €. Voilà, parce que voilà. Et donc du coup pour combler, pour essayer de trouver justement un moyen de limiter la casse, on a souhaité relancer une campagne d'incitation financière en du coup incitant les covoitureurs, en tout cas les personnes à se regrouper, à covoiturer, et faire en sorte que ça soit un avantage aussi financier, avec tous les autres avantages que peut représenter le covoiturage sur l'aspect écologique, social, etc. Mais voilà, on a souhaité justement être complémentaire ou en tout cas compenser la baisse du bouclier fiscal du gouvernement. Et puis il y a eu le plan sobriété qui est sorti il y a 2 jours, du gouvernement. Annoncé il y a 2 jours en tout cas. Annoncé, oui. Voilà, qui prévoit aussi des mesures assez fortes autour du covoiturage, avec une enveloppe financière de 100 € par mois qui pourrait être offerte par le biais des opérateurs à partir du 1er janvier. Donc il va amplifier les efforts que vous avez déjà faits. Et puis alors maintenant, on ne va pas parler des choses qui fâchent, mais comment ça fonctionne? Vous êtes au pôle, donc forcément vous discutez beaucoup avec nos amis suisses, avec le Grand Genève. C'est le Grand Genève, mais avec nos amis suisses à Genève. Est-ce que vous êtes complètement en phase, ou est-ce qu'encore aujourd'hui vous avez, on va dire, des différences d'appréciation de cette mobilité?
On travaille au quotidien avec eux. Forcément, eux ont tout intérêt à ce que la partie française travaille avec le canton de Genève. Donc on travaille à la fois sur des aspects de planification, mais aussi sur des solutions concrètes à court terme. Par exemple, on a mis les mesures de covoiturage, elles sont mises en place aussi avec le canton de Genève. On met en place des lignes de covoiturage dynamiques qui nous permettent de se mettre à côté d'une route avec un panneau qui permet ensuite, c'est une sorte d'autostop partagé. Donc on a une borne qui est de covoiturage qui est en Suisse à Bernay. Et puis on va le développer aussi en direction de Soumoulins. Et donc un certain nombre de mesures autour du covoiturage avec le canton de Genève. Autour du vélo, évidemment, vous le voyez avec la voie verte qui est un succès aussi d'ailleurs. Pleinement, entre 4000 et 6000 personnes qui l'empruntent chaque jour. Donc c'est vrai que c'est un vrai succès. Puis après, on a mis en place par exemple un partenariat sur une application qui s'appelle GeoVélo, qui est un peu le Waze du vélo et qui permet d'avoir une application Grand Genève qui permet de mieux, en tout cas d'avoir des informations pour mieux circuler en fonction de si on souhaite être plus ou moins sportif, utilitaire, etc. Avoir des trajets qui soient adaptés. Et puis en mettant en place aussi des aspects de loisirs, c'est-à-dire autour des itinéraires, on essaie de valoriser le patrimoine culturel, s'il y a un site touristique, etc. Donc ça, c'est des actions concrètes. Et puis au quotidien sur finalement tout le réseau de transport collectif qui est transfrontalier. Et puis encore une fois aussi, le canton a besoin de nous, le canton de Genève a besoin de nous, et surtout que on a vu un durcissement depuis 2 ans à peu près, 2-3 ans, sur le fait qu'il y a une vraie politique de fermeture, ou en tout cas de limitation des places de stationnement à Genève. Qui aura des conséquences sur lesquelles vous êtes obligé de travailler, forcément. Voilà, il y a une question de parking relais aussi. Pour certains, il y avait eu, il y a 10 ans en arrière, un référendum, puisque Genève devait participer au financement de parking relais côté français. Et puis, finalement, le référendum a donné non à 51%. Donc, du coup, le canton de Genève ne peut pas participer au financement des parkings relais côté français. Mais aujourd'hui, il y a une vraie demande, c'est-à-dire qu'il y a une limitation très forte des places de stationnement, parce que jusqu'à présent, on a 8 frontaliers sur 10 qui peuvent se rendre sur son lieu de travail, donc à Genève, avec une place de stationnement à destination. Et demain, on arrive à se projeter? Demain, c'est 5 sur 10? Ouais, je pense que ça va être autour de ça, oui. Ouais. Et donc, voilà, ça. Juste les vélos. Ouais, effectivement. Après, on va dire, oui, ok, je veux bien me déplacer, mais il me faut une offre, il me faut des solutions de déplacement qui puissent me le permettre, quoi. Voilà. D'accord. Et puis pour planter complètement le décor de la mobilité, on va parler logement, mais en fait c'est très lié. Et pour planter complètement le décor de la mobilité, dites-nous un mot sur la réflexion que vous avez sur les tarifs, la tarification, la stratégie de tarification. Vous l'avez dit, vous l'avez esquissé en disant que finalement, quand on paye une partie du billet, la collectivité en paye une partie, mais quelle est la réflexion stratégique au pôle métropolitain sur la tarification des billets? Ouais, c'est un sujet extrêmement complexe parce qu'il y a une multitude d'acteurs. Enfin, vous le voyez certainement. Pareil, on l'a vu avec le début du Léman Express. C'était un cafouillage total parce que on avait une organisation qui devait se mettre en place, plein de tarifications. Enfin, quand on regarde aussi, si on veut prendre un abonnement Léman Pass ou prendre un billet donc à la journée sur 5 jours, etc. La lisibilité, il faut quand même être très fort pour bien comprendre. Ça a mis combien de temps, vous arrivez à estimer, ça a mis combien de temps à se réguler? Quelques mois sur le Léman Express. Mais par contre, aujourd'hui, quelqu'un qui veut prendre un billet, donc c'est quand même pas facile. Parce qu'on a une SNCF, on a TAC Mobilité, on a CFF, on a les TPG. On a une variété d'acteurs qui finalement rendent le message quand même très difficilement lisible. Et ce qui fait qu'on a des tarifications aussi qui sont un peu incohérentes aujourd'hui, avec ce qu'on appelle des murs tarifaires. Il suffit de passer une ville pour avoir un tarif qui soit quasiment 2 fois supérieur à de l'autre côté, en fait. Donc on essaye de tabler pour avoir une harmonisation aussi de cette tarification, mais qui est un sujet vraiment, qui paraît facile comme ça, mais qui est vraiment très complexe. Oui. D'accord. Alors, je faisais le lien avec le logement, parce que c'est vrai que
Quand on parle d'évolution, quand on parle domicile-travail, on parle forcément mobilité. Et quand on est dans le même thème. Donc sur la thématique logement, les équipes du GTE ont été rencontrées, Isabelle Chanel, ce matin en vidéo, avec un certain nombre de questions qui lui ont été posées. Alors on va la regarder. Elle va nous parler de logement, elle va nous parler d'accès locatif ou à la propriété, elle va nous parler du prix du mètre carré, elle va nous parler d'accès au logement pour les revenus modestes, parce que tout ça, c'est des sujets qui sont vraiment des sujets de frontaliers, qui sont des sujets de citoyens, pour être franc. Donc la question qui lui a été posée, enfin les questions qui lui ont été posées, on n'entendra pas les questions pour plus de fluidité, je vous les donne. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute, ça va durer une dizaine de minutes, et puis on reviendra et on fera le lien avec vous, Valentin, sur la mobilité. Alors les questions, c'est la possibilité d'accès au logement, propriétaire ou locataire dans la région, c'est l'évolution des prix au mètre carré. Ah bah si tu veux, ah bah c'est très bien encore, c'est encore mieux. Ah bah très bien. Donc la première question qui lui a été posée, merci, alors merci, encore mieux, c'est l'effet Gabriela. Donc les possibilités d'accès au logement, c'est la première question qui lui a été posée avec le propriétaire ou locataire dans la région transfrontalière, on l'écoute. Voilà, ça commence à être enregistré. Alors, réponse à la question 1. Donc, effectivement, le fait de pouvoir accéder au logement dans une zone frontalière est une situation qui est complexe aussi bien pour les jeunes, les personnes âgées, mais aussi les ménages avec ou sans enfants, quelle que soit la situation professionnelle, c'est-à-dire que les frontaliers comme les salariés travaillant en France sont confrontés aux mêmes difficultés, et quelle que soit la forme d'accès au logement qu'ils choisissent, c'est-à-dire l'allocation ou l'accession à la propriété, voire dans certaines situations l'hébergement d'urgence. En fait, il faut bien comprendre que lorsqu'on vit dans une zone frontalière ou à proximité d'une zone frontalière, ce sera ce qu'on appelle une zone dite tendue, c'est-à-dire qu'il y a une offre de logement qui est moindre que la demande, ce qui veut dire que très rapidement, les locataires comme les accédants vont se trouver face à une question cruciale qui est l'accès au logement. Et en fait, pour comprendre cette problématique, il faut déjà comprendre une donnée essentielle qui s'appelle la notion de solde migratoire. En fait, un territoire, il évolue grâce à deux soldes. Le solde dit naturel, c'est-à-dire qu'en fait, on va comparer le nombre de naissances et de décès sur un même territoire. Et la deuxième donnée, c'est le solde migratoire, c'est-à-dire la comparaison du nombre de personnes qui entrent dans le territoire par rapport au nombre de personnes qui sortent du territoire. Et en fait, les zones frontalières, et particulièrement le pays genevois, subit un solde migratoire très très important grâce à son attractivité, et il se développe beaucoup plus vite qu'ailleurs. À titre d'exemple, quand on regarde dans le département de l'Ain, on a un solde migratoire, c'est-à-dire lié à l'arrivée des personnes, qui est de 0,5%. Quand la communauté de communes du Pays de Gex agglomération a un solde migratoire pendant la même période de 1,8%. Donc concrètement, ça veut dire que quand le département de l'Ain accueille 3870 nouveaux ménages à l'échelle de l'ensemble du département, il y en a 1050 qui vont se concentrer sur le Pays de Gex. Donc automatiquement, il faut trouver du logement pour ces personnes. Donc ça veut dire produire du logement. Et en attendant d'être en capacité de produire du logement, eh bien automatiquement, les prix de la location et les prix de l'accession, eux, vont subir au fur et à mesure une augmentation. Alors, Ludovic, même si vous n'êtes pas en première ligne parce que vous gérez la mobilité, mais la mobilité c'est un ensemble au pôle métropolitain, ce qu'elle vient de dire, Isabelle Chanel, là, vous êtes complètement dans le sujet, vous êtes complètement dans la réflexion et vous le confirmez ce qu'elle vient de dire là. On peut que le confirmer, oui. Et donc c'est une réflexion stratégique du pôle importante, j'imagine. La question du logement et de la mobilité sont évidemment extrêmement liées. On le voit, le poste du logement et de la mobilité, c'est les deux premiers postes de dépenses. C'est avec l'alimentation, on a vraiment, ces trois premiers postes-là. Donc, ce qui fait que y a un besoin aussi très fort. Alors, on le voit, notre lieu de résidence, il dépend aussi beaucoup de notre lieu de travail. Alors après, il y a le contexte familial, etc.
Mais voilà, la personne qui fait le choix d'habiter à proximité, pas très loin d'une gare ou un arrêt ou de son travail, tout simplement, peut faire des économies extrêmement importantes par rapport au fait d'habiter forcément plus loin. Bon, je renfonce un peu les portes ouvertes, mais en tout cas, c'est la réalité quotidienne. C'est un aspect vraiment extrêmement important et ça conditionne aussi souvent maintenant le choix d'implantation. Avant, c'était pas vraiment le cas. Mais aujourd'hui, on souhaite quand même habiter pas très loin de son poste de travail. Il y a la problématique du télétravail, mais on pourra y revenir, qui nuance aussi un peu le propos. Puis on y reviendra dans vos questions. Alors, la deuxième question que les équipes du GTE ont posée à Isabelle Chanel, c'est, alors là, vous le voyez dans les journaux de petites annonces, puis vous le voyez sur le terrain, puis vous le voyez en téléphonant aux agences. C'est l'évolution du prix au mètre carré dans la région, on l'écoute. Question, l'évolution des prix dans le mètre carré. L'évolution des prix au mètre carré dans la région. Donc, face à la forte demande de logement, sans surprise, le prix au mètre carré des biens à la location comme à l'accession vont subir sans cesse des hausses. Et à titre d'exemple, quand le prix médian dans le département de l'Ain est de 7,60 € par mètre carré de location, le prix médian dans le pays de Gex est à 18,30 €. Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout sur la même échelle. Et avec des variantes sur ce même secteur qui vont aller de 8,70 € pour le tarif le moins élevé, qui est la commune de Chaiserie, à 22 € le mètre carré de location sur une commune comme Divonne-les-Bains, par exemple. Et ces mêmes écarts se reproduisent sur l'accession à la propriété, puisque là aussi, si on analyse les prix au mètre carré des ventes de biens existants, les maisons anciennes qui servent de référence, on a à l'échelle du département de l'Ain un prix au mètre carré de 2120 €, quand dans le secteur gessien, on atteint un prix médian de 4430 €. Le prix médian signifie qu'il y a autant de ventes en dessous que de ventes au-dessus. Et on est très largement au-dessus des prix de 4400 € pour un certain nombre de biens dans le secteur du Pays de Gex. Et bien entendu, ce que je donne comme indication sur le secteur du Pays de Gex côté 1, on retrouverait exactement les mêmes tendances côté 74 par exemple. Alors, quand on regarde les journaux de petites annonces, quand on va interroger les agences et quand on téléphone pour se loger, on voit que le prix médian, des fois on est encore un peu au-dessus, mais ça c'est pas pour plomber l'ambiance. Je ne vais pas vous faire réagir sur ce sujet-là parce que vous pouvez que confirmer, ce sont des faits et tout. Et donc l'autre question qui lui a été posée à Isabelle, c'est que dans ce contexte, qui est un contexte particulier, d'une région transfrontalière particulière, comment on peut se maintenir dans un logement ? Comment on peut faire par rapport à l'évolution des prix? Alors là, la réponse est un peu longue, mais elle mérite d'être écoutée, on l'écoute. Question numéro 3, le maintien dans le logement. Alors bien entendu, avec des loyers extrêmement élevés, tirés année après année vers des prix de plus en plus élevés, l'accès, mais aussi le maintien dans le logement devient compliqué. En fait, le gouvernement, étant conscient de ces difficultés, a depuis très longtemps mis en œuvre un certain nombre de dispositifs qui visent à limiter dans les zones tendues cette évolution des prix. Et avec notamment ce qu'on appelle l'encadrement légal des loyers. Donc c'est un premier dispositif qui avait été mis en place qui vise à limiter l'augmentation entre deux changements de locataires, l'idée étant de faire en sorte que les prix se maintiennent. Et sauf à justifier de travaux de rénovation, le prix donc entre deux changements de locataires reste donc, en tout cas, doit être identique. Plus récemment, le gouvernement a souhaité limiter surtout la mise en location des passoires thermiques. Et donc progressivement, ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire les logements répondant à une classification de DPE, diagnostic de performance énergétique de niveau F et G, seront progressivement interdites à la location, même si on sait que dans des zones dites tendues, eh bien, elles trouveront toujours preneur. Pour une raison bien simple, c'est que la priorité pour des locataires dans une zone tendue, c'est d'avoir un toit, pas forcément de s'attacher quand on n'a pas le choix sur les qualités existentielles du logement. Donc,
Ça, c'est un premier dispositif qui visera à interdire ces mises en location. Face à la crise énergétique, également, le gouvernement vient de mettre en place ce qu'on appelle un plafonnement de la révision des loyers et plus particulièrement un plafonnement, une interdiction de procéder à la révision ou à l'augmentation des loyers pour, là également, les logements relevant des passoires thermiques. Donc, ce sont des mesures qui, a priori, sont de portée nationale, donc on peut voir la limite du dispositif, mais en réalité, sur une zone tendue comme l'est le secteur genevois, eh bien, on voit tout de suite l'impact, parce que aujourd'hui, si vous avez une révision à 3,5% sur un loyer de 1 200 €, concrètement, ça se traduit immédiatement par une augmentation de 42 €. Donc, ce qui veut dire que si vous subissez de plein fouet la révision de loyer avec un montant relativement élevé et en plus des charges liées à un logement énergivore, eh bien, ça devient pour un certain nombre de ménages extrêmement compliqué de se maintenir dans des logements avec des loyers élevés. Et donc, pour pallier à ces problèmes-là, un certain nombre de salariés travaillant en France, mais résidant en zone frontalière, sont confrontés à une situation qu'ils ne peuvent plus supporter financièrement et ils font ce qu'on appelle des arbitrages. Donc ils peuvent soit renoncer à prendre un logement adapté à leurs besoins réels, c'est-à-dire vivre dans des logements qui sont un peu plus petits pour jouer sur le prix de location et par conséquent les charges également, ou alors prendre des logements qui ne seraient pas conformes à la réglementation. C'est malheureusement aussi une réalité, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des logements qui seraient ce qu'on appelle indécents, c'est-à-dire ne pas respecter la réglementation en termes de sécurité et de salubrité pour les occupants, ou alors trouver une autre alternative qui est de s'éloigner de son lieu de travail. Donc là, on aura un déplacement du problème sur un autre territoire. Alors, bien évidemment, vous connaissez tout ça. On ne peut pas l'interroger, donc vous ne pouvez pas lui poser des questions, mais vous connaissez tout ça et on pourra, via les équipes du GTE, prolonger la discussion. Et donc, il y a une question qui vient bien évidemment tout de suite après, c'est... Là, ça concerne une grande partie d'entre nous. C'est quand on a des revenus, alors pas tous, mais quand on a des revenus modestes, comment on fait? Comment on accède au logement? Ça lie à la question que Ludovic développait sur la mobilité. Comment on accède au logement dans une zone aussi, on va dire, tendue, doublement tendue, et puis qui sera sans doute avec la crise énergétique qui se profile encore plus tendue. On l'écoute. Question numéro 4, l'accès du logement pour les revenus modestes. Alors, ces ménages sont effectivement ceux qui vont rencontrer le plus de difficultés pour pouvoir louer un logement. Comme on l'a vu, le nombre annuel croissant de ménages sur le territoire induit de produire un certain nombre de logements. Mais malheureusement, il faut du temps pour produire du logement. La production de logements sociaux est une réponse à ces besoins, est une des réponses à ces besoins. Et notamment sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Gex agglomération, par exemple, il y a eu 246 mises en service par an sur ces dernières années, ce qui veut dire que le territoire a accueilli 1230 logements sociaux sur cette période-là. On pourrait imaginer que face à la production d'un tel volume de logements, finalement, ça suffise à enrayer le décalage entre l'offre et la demande de logement. En fait, il faut regarder plusieurs indicateurs pour ceci. Et ce que l'on peut voir, c'est que sur la communauté de communes du Pays de Gex agglomération, ce qui est assez intéressant, c'est finalement de voir qu'on a un niveau de revenu médian qui est beaucoup plus élevé qu'à l'échelle de l'ensemble du département, mais que pour autant, il y a environ 44% de la population résidant sur le territoire de la CAPG qui relève des plafonds des logements sociaux. Et si on regarde un peu plus finement sur les locataires qui résident dans le secteur privé, on en a 49% qui sont éligibles au logement social et qui pourraient de ce fait bénéficier de ce dispositif. Et là où également c'est assez intéressant,
quand on regarde les demandes d'attribution de logement social, on a vu qu'il y avait 246 mises en service sur ces dernières années, mais il y a chaque année 3000 demandes de logement social d'enregistrer sur ce secteur-là, avec en comparaison 1100 attributions par an, ce qui fait une tension relativement importante puisqu'on a pour une attribution près de 3 demandes qui ne sont pas concrétisées. Il en résulte automatiquement que lorsque je suis sur ce territoire et que je suis en revenu modeste et donc éligible à un logement social, je vais devoir attendre un délai beaucoup plus long que sur les autres territoires. Donc sur le département de l'Ain, pour vous donner une idée, le délai moyen d'attribution d'un logement social est de 7 mois. En tout cas, c'est les délais qui étaient sur l'année 2021. Quand on est sur le secteur de la CAPG, le délai d'attente est de 12 mois et certaines demandes attendent plus de 14 mois pour se voir proposer une attribution de logement. Et l'autre effet également qui est en lien avec cette tension, c'est que du coup, une fois que j'ai un logement social, eh bien, la mobilité se fait nettement moins, de façon moindre que dans les autres territoires. Même si on applique sur certains foyers ce qu'on appelle du supplément de loyer de solidarité. C'est-à-dire que certaines personnes sont dans le logement social et dépassent les plafonds d'attribution du logement social, donc elles se voient facturer le fait d'occuper un logement social en dépassant les plafonds. Mais ça, pour autant, on a une faible mobilité. Alors du coup... Pardon. Oui, donc on voulait, avec cette table ronde, avoir un vrai niveau d'expertise, que ce soit Ludovic sur le sujet qui le concerne, mais pas que, avec le pôle, et puis Isabelle Chanel, un vrai niveau d'expertise qui place bien le débat sur les enjeux de cette vie en zone frontalière, mobilité et habitat, on va dire. Et donc la dernière question qu'on lui... Alors je pense qu'on va entendre la fin de l'avant-dernière, parce que c'est de ma faute. La dernière question que les équipes du GTE ont été lui poser, c'est sur la problématique. Et on fera réagir Ludovic sur l'ensemble, parce qu'en fait, au bout du bout, vous allez voir que c'est très lié. Donc c'est la problématique liée à la transition, et donc ce que vous disiez à l'instant, la distance, le lieu d'habitation et le lieu de travail. Alors on écoute Isabelle, vous allez entendre une toute petite fin, mais on l'écoute. Et Ludovic réagira. Ça va répondre à une autre problématique qui est l'éloignement du lieu avec l'habitation. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des arbitrages qui devaient se mettre en place. Eh bien, face à cette concurrence finalement des ménages entre eux, c'est-à-dire que chacun postule avec sa situation professionnelle à un logement, et en fait, les ménages vont se trouver en concurrence entre eux, puisque un bailleur finalement aura le choix entre choisir des salariés travaillant en France, mais habitant en zone frontalière, ou finalement des personnes frontalières ou travaillant en Suisse, notamment. Donc là, il est évident qu'un propriétaire bailleur, lorsqu'il aura le choix, privilégiera toujours les plus hauts revenus. Donc, ce qui fait que les collectivités, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation paradoxale, mais aussi beaucoup d'employeurs d'entreprises françaises se retrouvent avec des postes non pourvus sur des postes clés, parce que, justement, les personnes n'arrivent pas à se loger. Et on voit même des extrêmes, puisque certains salariés sont en activité côté français, mais n'ayant pas de logement, se trouvent à dormir dans la rue. Ou dans leur voiture, par exemple. Donc, ce qui fait qu'il y a un phénomène de réflexion qui est en train de se mettre en place, c'est comment loger mes salariés avec un loyer raisonnable dans un secteur avec peu d'offres de logement et beaucoup de tensions. Les ménages, eux, vont faire le choix souvent de s'éloigner de leur lieu de résidence et aller travailler et résider dans une autre commune que celle dans laquelle ils travaillent, ce qui va impliquer deux effets.
La première, c'est qu'en se déplaçant, ils vont déplacer finalement avec eux la problématique de tension sur le marché, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les personnes s'éloignent de la zone frontalière pure, eh bien, on déplace sur une autre zone la tension sur le logement et on crée là aussi un effet pervers, entre guillemets, qui est de faire augmenter finalement les loyers sur de nouvelles zones. Et en même temps, on a la création d'un faux sentiment d'économie et d'apparence financière, puisque vous avez la possibilité, en vous éloignant, d'accéder à un loyer plus raisonnable, mais vous créez un autre poste de dépense qui va être les frais de déplacement et une usure du véhicule, d'où la nécessité de réfléchir aussi à ces problématiques d'emploi, de déplacement et de mobilité. Alors, la transition, elle nous regarde à distance, donc on peut l'applaudir, Isabelle. Et après, donc Ludovic, donc, elle fait le lien. Donc, dans une réflexion stratégique d'une zone frontalière en tension pour certains secteurs et tout, elle fait complètement le lien. C'est trop cher, on s'éloigne, il y a plus de mobilité, donc il faut réfléchir globalement. Oui, alors je pense que ce phénomène-là, on le constate un peu partout en France. Enfin, c'est ce qui avait amené le mouvement des Gilets jaunes aussi, plus globalement. Ouais. Et il est vraiment exacerbé ici en zone frontalière. On peut prendre un exemple en fait sur la région d'Annemasse. On dit souvent que le matin, Annemasse se vide, puisqu'on a quand même 2/3 des actifs quasiment qui sont frontaliers, donc qui vont sur Genève, et elle se remplit par des actifs qui viennent des territoires, on va dire limitrophes, un peu en arrière-pays. Donc on a un phénomène aussi qu'on peut constater, et qui fait que les déplacements sont aussi toujours plus nombreux, et que fatalement aussi le loyer, les salariés en euros sont contraints aussi d'habiter un peu plus loin, donc ils se déplacent plus, mais pas uniquement les salariés en euros, les frontaliers également, puisque même si le salaire est plus élevé, ils sont quand même contraints et ils constatent aussi cette augmentation du foncier, des loyers, et sont amenés aussi à habiter un peu plus loin. Donc ça corrobore tout à fait avec ce qu'elle disait. Forcément, on habite plus loin, le foncier augmente, le loyer augmente, et on se déplace encore plus. On avait notamment, il y a 10 ans en arrière, il n'y avait aucun frontalier qui venait de Savoie, ou alors vraiment ça se comptait sur les doigts de la main. Aujourd'hui, on en a 1500. Donc c'était encouragé aussi par l'autoroute Annecy-Genève, qui aujourd'hui ne pourrait plus se faire au regard des enjeux en termes de transition écologique. Il y avait eu un moment donné, c'était le choix entre le train et l'autoroute. Bon, c'était l'autoroute qui a été privilégiée, puisque financièrement ça rapporte plus que le train. Mais ce qui fait qu'on a des phénomènes d'éloignement, voire même jusqu'en Isère, etc. Et donc voilà, on déplace le problème, et puis on déplace les gens aussi, ce qui fait qu'on est confronté finalement à des déplacements toujours plus nombreux, et les économies qu'on peut faire en matière de logement, finalement on les compense effectivement en termes de déplacement, de prix de l'essence, d'entretien de la voiture notamment. Alors ce ne sera pas un piège, Ludovic, c'est promis. Mais la question qu'on lui a posée à Isabelle, qui est le petit bonus, c'est justement de se poser la question en tant que particulier. Et donc en tant que particulier, à quoi, et c'est une question qui paraît toute bête, mais je la poserai à Ludovic pour le pôle, c'est la même chose. En tant que particulier, à quoi peut servir la DIL et tout ce qu'elle nous a dénoncé, à quoi ça peut servir concrètement. Donc on l'écoute, c'est le petit bonus. On demandera la même chose à Ludovic pour le pôle métropolitain. Oui, donc une question, en quoi la DIL peut m'apporter de l'aide en tant que particulier dans mes problématiques de logement? Alors la mission des ADIL, c'est de délivrer des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur le logement et l'habitat de façon tout à fait gratuite et personnalisée. Donc ce qui veut dire concrètement que si vous avez une question sur le logement, que ça porte sur les rapports locatifs, l'accession à la propriété, la copropriété, l'urbanisme, la rénovation énergétique, vous pourrez avoir une réponse juridique via les juristes de la DIL de l'Ain,
ou de la DIL des autres départements. Et le conseil sera personnalisé, c'est-à-dire qu'on vous expliquera non seulement la réglementation, mais en quoi elle va s'appliquer à votre cas. Et nos conseils sont totalement neutres et gratuits. Alors, c'est pas un piège. Merci. Merci, merci Isabelle. Ludovic, donc même question, à quoi pour le particulier, le citoyen, à quoi peut servir le pôle métropolitain au-delà de la réflexion stratégique qui concerne les élus, les projets à long terme? À quoi ça sert pour le citoyen au quotidien? In fine, l'objectif c'est de mettre en place des solutions pour la chaîne finale, les habitants, les citoyens, etc. Et donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'aspect de covoiturage et l'incitation financière au covoiturage a eu vraiment un succès important et c'est renouvelé dans 3 semaines. Donc ça, on le voit que c'est une solution concrète pour 75% des habitants qui se déplacent en voiture. Donc évidemment, il fallait trouver une solution pour diminuer ce qu'on appelle l'autosolisme, une seule personne dans la voiture. Il y a aussi le développement de l'autopartage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des voitures cities qui traînent un petit peu sur Annemasse et puis un peu ailleurs sur des localités. Donc là, on a la possibilité, on utilise une voiture qui appartient à une collectivité, citoyenne globalement, et donc on paye uniquement le prix de l'essence avec une petite cotisation supplémentaire. Donc ça fonctionne bien aussi. Et puis après, alors indirectement aussi, c'est à travers des plans de mobilité employeur. Les plans de mobilité employeur, alors ça concerne la zone française, mais ça concerne aussi la zone suisse. C'est-à-dire qu'on favorise l'émergence de plans de mobilité pour trouver des solutions pour les entreprises, pour qu'ils développent justement des solutions pour les salariés, c'est-à-dire acheter une flotte de vélos électriques, mettre en place des incitations aussi financières, bonifier les trajets les abonnements de transport collectif, parce que côté français, on sait que c'est pour un abonnement de transport collectif, l'obligation légale, c'est de financer 50% du transport. Avec le Léman Express, si on paye 1 000 € l'abonnement annuel, on a la participation de l'employeur est de 500 €. Et donc ça, on essaye aussi d'inciter encore un peu plus. Et donc ça passe par les employeurs, mais in fine les salariés. Donc il y a un travail de pédagogie. Alors on prend, parce que je vois que Jean-François est déjà là, et on prend 1 ou 2 questions dans la salle, en sachant que, vous avez bien compris, vous ne pouvez pas poser de questions à Isabelle, donc c'est des questions à Ludovic qui va répondre de manière plus large que le plan de mobilité.